les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. C'est un splendide soir d'été. Nous venons de sortir du restaurant. Il fait nuit maintenant. Toute la journée a été agréablement chaude. Un vrai temps de vacances, profitable même aux travailleurs. La terrasse et le parking de la délicieuse pizzeria Dolce Vita surplombent la ville, conférant à la place un petit air de perchoir paradisiaque. Maman et moi nous approchons d'un pas ralenti par la digestion vers la balustrade pour admirer le point de vue. La lumière des lampadaires forme un halo sur la ville. Un filtre doré enrobe les rues, rendant la nuit au-delà plus noire encore. L'air reste saturé de chaleur, mais une toute petite brise empêche que ce ne soit étouffant. De nombreux promeneurs, la plupart en courte tenue estivale, animent toujours les rues bornées de pins maritimes. Me laisse l'étrange impression d'être resté en plein jour, l'obscurité en plus. À Languille, nous parlons du programme oisif du lendemain quand du bruit attire notre attention. Les pneus d'une Peugeot 106 crissent sur le bitume. En contrebas, nous voyons le véhicule s'arrêter après un rebond sur le bord de la route. Il n'y a personne d'autre sur le petit rond-point où il pile. Ce n'est donc pas le trafic qui l'a stoppé. Un groupe de jeunes en sort, parlant bruyamment. Je me rends vite compte qu'un homme en particulier, le conducteur me semble-t-il, crie et insulte l'un des passagers, une jeune femme vêtue de blanc. Nous voyons la voiture de profil, le moteur tourne encore, la fille est sortie de notre côté avec deux hommes en noir. Le conducteur, costume sombre lui aussi, fait le tour du véhicule d'un pas rapide. Je sens une aura de rage sourde émaner de lui. Il pousse sa passagère contre l'aile de la Peugeot et elle tombe sur l'asphalte, s'affaissant sur ses talons hauts avec un cri vibrant de terreur. Son dos cogne contre la carrosserie dans un son métallique étonnamment clair. D'abord figé par le choc, je réalise soudain qu'en tant que témoin, je peux appeler la police. Si ça se trouve, personne n'a vu la scène à part nous. Je cherche mon portable dans mon étui de soirée, tout en suivant les événements, mais mes mains tremblent violemment. Le conducteur, hurlant toujours à l'adresse de la fille qui se redresse lentement, donne de violents coups de poing dans la vitre passager. Après 3 impacts, le verre sécurité explose au milieu de la petite fenêtre. Il en retire un poing sanglant dans un silence soudain terrifiant, comme une affreuse virgule suspendue dans l'air d'été. Je trouve enfin mon portable, mais il m'échappe des mains. Je n'arrive pas à quitter la scène des yeux pour le ramasser, comme si le pire pouvait arriver si je détournais le regard. Le conducteur se baisse au niveau de la fille, mais ce n'est pas pour s'excuser. Il l'empoigne par les cheveux et cogne sa tête encore, trop fort contre la voiture. Autour de lui, ses copains ne bougent pas d'un poil. « Il faut faire quelque chose !» Ma voix n'est qu'un murmure tant ma gorge est serrée. Un frisson violent me secoue. Pourquoi personne ne bouge ? Des lumières s'allument dans les maisons, des volets s'écartent prudemment. Ce sont autant d'autres yeux qui s'ouvrent sur la scène, mais qui ne font que s'en abrutir, nerfs optiques paresseux, sans faire remonter jusqu'à la commande d'une réaction. La légère brise est tombée. Je jette un regard effaré autour de moi, cherchant un soutien. Maman est toujours là, raide comme la pierre, psalmodiant pour elle d'inutiles malédictions. Autour de nous, le voisinage et des clients de la pizzeria commencent à affluer et se pressent contre la balustrade
pour n'en pas perdre une miette. Je parviens à ramasser mon téléphone juste avant que quelqu'un ne marche dessus. Je compose le 17 et tente de me faufiler au-devant pour détailler la situation à l'opérateur que j'aurai au bout du fil. Il y a beaucoup plus de gens que tout à l'heure autour de la voiture. Mais je ne vois personne maîtriser le type. D'ailleurs, il a disparu. La fille aussi. Mais la foule ne cesse de grandir, comme des insectes s'agglutinant sur un morceau de sucre. Mue par un élan d'ensemble surprenant, elle avance encore, au plus près, avant de s'immobiliser. Je réalise que tous ceux qui la composent sont tournés vers l'endroit où se trouve le véhicule, même s'ils le cachent maintenant. Il n'y a plus un bruit, mais la tension ne baisse pas d'un cran. L'air est électrique. Je me rends compte que j'étais en apnée. Je relâche une expiration saccadée, à peine audible, de peur de troubler ce silence oppressant. Un chien aboie au loin. Mon regard est attiré par du mouvement. Il quitte cette masse statique pour scruter le chemin de terre serpentant de la rue jusqu'à la terrasse. Je remarque des silhouettes qui remontent prestement vers nous. Ce sont des femmes, au regard brillant d'une lueur inhabituelle. Notre groupe s'écarte pour les laisser nous rejoindre. Elles sont à bout de souffle. Pas à cause de leur course, mais plutôt les poumons pétris d'angoisse. Ils sont devenus fous. C'est tout ce que j'entends, parce qu'il y a maintenant beaucoup de bruit en bas. De plus en plus de cris, comme derrière nous, sur l'avenue qui fait face à la pizzeria. Quand on me pousse l'épaule par derrière sans s'excuser, je réalise qu'il y a maintenant autour de moi bien plus que les clients du restaurant et les quelques passants qui fixaient plutôt la scène avec nous. La terrasse est bondée. C'est alors qu'on me répond enfin au bout du fil. Allô ? Je m'éloigne de la clameur au pas de course, me rapprochant de la barrière sécurisant le pourtour du promontoire, l'index sur l'autre oreille. Allô ? Oui, je suis sur la place de la pizzeria Dolce Vita, juste devant le point de vue. Il y a un genre d'émeute et... Je m'avance pour jeter un nouveau coup d'œil sur le rond-point et donner des détails au policier, même si je m'étonne qu'il ne m'en demande pas lui-même. Je m'arrête un instant, dubitative. Je m'aperçois que je n'entends plus qu'une tonalité répétitive. Il a raccroché. Je regarde le petit écran sans comprendre, comme s'il allait me donner la réponse. En bas, la foule est toujours là, vibrante maintenant, comme une onde agitée des soubresauts de dizaines d'individus. Leur profil me fait soudain face, et je crois voir se refléter dans leurs yeux une lumière plus vive que celle de la ville. Une vitre explose derrière moi. Je me retourne, et je vois des types lancer des chaises à travers la pizzeria. J'entends pleurer. Maman a disparu ? Je réalise que les gens ne regardent plus vers le rond-point et sont en train de se taper dessus en hurlant. Je regarde mieux, figé comme un lapin devant des phares. Ils sont en train de rouer de coups les filles qui remontaient la route de terre. Je vois d'autres types poursuivre une gamine en larmes qui court, ses pieds nus couverts de sang. Mais putain, qu'est-ce qui se passe ? Maman, où es-tu ? Un homme marche vers moi. J'ai un mouvement de recul. Mais il a l'air plutôt normal, voire propre sur lui dans son pantalon de velours et son veston stylé. Il a même un béret pour compléter son look. À 2 mètres, il fond sur moi et m'attrape par la taille, comme pour me plaquer au sol. L'excitation perçant dans son souffle, il profère d'une voix caverneuse. Soumission. Je n'ai jamais joué au rugby, mais je réussis étonnamment à contrer l'attaque et à le repousser à terre. Le temps qu'il se relève, je file vers l'entrée du parking. Maman est là, entière et bien réveillée. J'ignore comment elle a réussi à s'extirper de la foule qui ne cesse d'enfler, allant et venant dans un balai fou sur cette terrasse au rythme de coups furieux et d'esquives maladroites. Malgré nos talons et nos robes de soirée, on court jusqu'à notre voiture et on se baisse derrière son aile droite, genoux dans la poussière, là où ils ne peuvent pas nous voir. Le type au béret rôde un moment, la tête tournant comme une girouette dans la tempête, mais finit par s'éloigner. La meute explose dans les rues. On entend crier partout, des voix qui ne m'évoquent plus rien d'humain, mais personne ne vient vers nous. On semble avoir trouvé le dernier angle mort. Je me dis qu'on va pouvoir rester là un moment. On va s'enfermer dans la voiture, sur la banquette arrière. L'une sur les sièges, l'autre au pied, avec des couvertures pour nous cacher. On va dormir et on va attendre que la nuit passe. Je cherche mes clés, en essayant de ne pas les faire cliqueter dans mes mains frémissantes. Quand je réalise que la petite salle des fêtes vitrée contre laquelle nous avons garé la voiture n'a plus une fenêtre intacte. Dans les bris de verre, 3 jeunes femmes au corps tordu gisent, chacune sous une traînée sanglante, horriblement rouge sur le mur blanc, malgré la pénombre.
Quand est-ce arrivé ? En alerte, je concentre mes sens sur la scène, à l'affût. Dans le silence engourdi que mon corps surexposé au vacarme parvient à établir, j'entends crisser, blessant, le bruit de pas sur le verre cassé. Des chaussures de ville en cuir s'arrêtent dans mon champ de vision. J'arrache les miennes qui m'empêchent de courir, et sans même lever les yeux, peut-être arriverai-je ainsi à le faire disparaître, je les lance vers la tête de l'homme. Un cri répond à mon attaque, tandis que j'entraîne maman dans la fuite. Je sais que c'est vain. Une rue déserte s'ouvre devant nous. Mais pour combien de temps ? Maman pose sa main sur mon épaule et nos regards se croisent. Je me réveille progressivement, les yeux tristes de ma mère lentement remplacés par ma table de chevet, baignée par un rayon de soleil chaleureux. Il fait déjà grand jour et je me laisse couler sur le dos pour fixer le plafond, apercevant encore un instant, en filigrane, le sang des 3 filles, le maculé. Un sourire naît malgré moi, au coin de mes lèvres. Un sourire de lâche, mais un des plus heureux. Tout ça n'était qu'un rêve. Un putain d'horrible rêve, mais juste un truc qui s'évanouira dans quelques instants. J'attrape mon téléphone, me lève et passe une robe de chambre. Je nourris le chat, qui m'attendait impatiemment derrière la porte. Le bruit de la machine à café achève de me ramener chez moi, et je me frotte distraitement les yeux en soupirant sur les fantaisies de l'inconscient. Je m'assois devant la fenêtre pour prendre mon petit déjeuner en contemplant mon allée et la rue tout près. On est en hiver, mais il fait doux, et la chaleur montante fait voler les premiers insectes et éclore de timides fleurs. Un coup d'œil sur mon téléphone me confirme que je devrais doucement me presser si je veux faire quelque chose de ma matinée. J'enlève le mode avion que j'avais oublié. Quelques secondes suffisent pour que je reçoive des SMS en attente de ma mère. Un petit pincement au cœur me surprend quand mon cauchemar me revient en mémoire, avec mon inquiétude pour elle. Mais rien de ce qu'elle pourra me dire ne pourra être pire que ce que nous avons vécu cette nuit dans mes songes. 8h06. Tu as vu les infos ? Je ne sais pas quoi en penser. 9h23. Tu crois que c'est une maladie en fait ? Appelle-moi vite. 10h01. Je t'appelle. Mon portable me livre un message sur mon répondeur. Quand je l'écoute, ce ne sont que des crissements, froissements et un cri. Je rappelle ma mère. Pendant que les tonalités s'égrènent à mon oreille, un homme que je ne connais pas, sûrement l'ami d'un voisin, passe devant la maison. Il jette un coup d'œil vers moi. Je lui renvoie un sourire poli et un petit signe de tête. Alors il oblique vers mon portail. Et je vois qu'il tient une hache dans son autre main. Il avance sur ma petite allée maintenant. Et plus il approche, plus je vois son sourire grandir. Peut-être que votre chat a fait ça quelquefois aussi. Des souris, des oiseaux, et même une fois une grenouille. On dit que c'est une manière de montrer de l'affection. Bien que je déteste être réveillé avec un animal mort sur le pas de ma porte, mais cette fois, c'était différent. Monsieur Muffin miaulait sans cesse devant la porte d'entrée, tenant quelque chose d'étrange dans sa gueule. Je me suis approché, un peu confus. C'était une sorte, je sais pas, de collier. C'était définitivement un bijou. Je lui ai demandé « Hé, t'as trouvé ça où, mon pote ?» alors qu'il ronronnait en frottant contre mes jambes. J'ai gardé l'objet à la maison, pensant que le propriétaire pourrait se manifester. Mais bon, c'est vraiment drôle. J'ai vu des cas d'oiseaux dressés, volant de l'argent, des rats faisant de même, mais cela venant d'un chat, c'était complètement nouveau. Je suis allé travailler et j'ai fini par oublier le collier. Mais en rentrant, je m'en suis souvenu en voyant ma voisine, Madame Grant, arrosant ses fleurs dans le jardin tout en discutant avec un autre voisin, Larry. Elle était une résidente de longue date de cette rue,
Mais ces derniers temps, elle agissait un peu étrangement. Certains potins disaient qu'elle était très malade, d'autres qu'il était arrivé quelque chose à un parent. J'ai immédiatement pensé que mon chat avait l'habitude de se balader dans les jardins des autres maisons parfois, y compris celui de Madame Grant. Alors, j'ai décidé de demander si c'était le sien, ou si elle savait au moins à qui il appartenait. « Bon après-midi, Madame Grant !» ai-je salué avec un sourire. « Désolé de vous déranger, mais je voulais vous demander si par hasard ce collier... » J'ai sorti l'objet de ma poche pour lui montrer. En voyant le collier, l'expression de Madame Grant a changé instantanément. Ses yeux se sont écarquillés et elle est devenue nerveuse. Elle a fait un pas en arrière. Elle a failli renverser l'arrosoir. Où avez-vous trouvé ça ? Sa voix tremblait un peu, révélant une agitation que je n'avais pas prévue. J'ai été surpris par sa réaction. Mon chat me l'a apporté ce matin, ai-je expliqué en la regardant attentivement. Madame Grant a pris une grande inspiration, visiblement en train de se calmer. Ah oui, j'ai perdu ce collier il y a quelques jours. Merci de me l'avoir ramené. A-t-elle répondu en tendant la main pour le prendre. S'il vous plaît, jeune homme, ne laissez pas votre animal errer dans mon jardin. Sa réponse était étrange, mais j'ai décidé de ne pas insister davantage. J'ai rendu le collier à Madame Grant, et je me suis excusé pour tout désagrément causé. Alors qu'elle s'éloignait, je me suis tourné vers Larry, qui observait la scène avec une expression curieuse. Enfin, c'était bizarre, et je commentais. Oui, je lui parlais avant, et... je sais pas... Il y a quelque chose qui cloche. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas très bien ces derniers temps, mais elle me semblait plus nerveuse que d'habitude. A répondu Larry en se grattant la tête. Je suis rentré chez moi, toujours perplexe, et j'ai cherché Monsieur Muffin pour le garder, au moins temporairement, à l'intérieur. À ma grande surprise, quand je l'ai cherché, j'ai découvert qu'il était déjà parti. J'ai commencé à l'appeler près de notre clôture, secouant sa gamelle, mais il n'y avait aucun signe de lui. J'étais presque désespéré quand j'ai vu sa silhouette sauter par-dessus le mur. Précisément le mur de la maison de Madame Grant. Sa silhouette élancée et dansante est apparue, et dans sa gueule, un nouvel objet. Une bague dorée avec une pierre précieuse étincelante. Impossible, mon chat était-il un voleur ? Ai-je élevé un voleur de bijoux depuis tout ce temps ? J'ai attrapé la bague, le grondant. « Arrête ça, mauvais garçon !» Quand j'ai fait ça, il a sauté, miaulant, de retour dans le jardin de Madame Grant. Ah ! J'ai pas hésité, j'ai simplement décidé de le poursuivre et d'essayer de l'empêcher d'être vu. J'ai sauté par-dessus le mur, atterrissant doucement sur l'herbe bien taillée. Le jardin de Madame Grant était calme, avec les derniers rayons du soleil passant à travers les nuages. Je me suis faufilé, cherchant Monsieur Muffin. Et le voilà, creusant quelque chose dans la terre. « Viens ici, coquin, elle va être en colère contre nous !» ai-je murmuré en essayant de l'attraper. En m'approchant, j'ai remarqué qu'il avait creusé un trou dans un sol déjà retourné. Je me suis rapproché. « C'est ici que tu trouves les bijoux ? Madame Grant enterre-t-elle des pierres précieuses ?» Monsieur Muffin a levé la tête pour me regarder, ses yeux semblant dire quelque chose. Je me suis agenouillé à côté de lui, l'aidant à dégager un peu de terre. Bon, si elle les enterre, c'est parce qu'elle n'en veut plus, non ? Cependant, quand j'ai finalement senti mes mains toucher quelque chose de solide, ce n'était définitivement pas ce à quoi je m'attendais. J'ai commencé à creuser, m'attendant déjà à un objet luxueux ou quelque chose du genre, mais je suis tombé sur le sommet d'un crâne, partiellement décomposé par les asticots. J'ai instinctivement lâché prise. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Avec des mains tremblantes, j'ai continué à creuser, découvrant un visage familier. Celui de ma voisine âgée, Madame Grant. Mon estomac se tordait devant la vue horrifiante qui m'attendait. Son corps était en décomposition, certaines parties se liquéfiant. Elle était sûrement là depuis quelques jours. Un frisson glacial m'a parcouru. Je me suis levé, mes jambes tremblant davantage de panique que du froid, et je me suis retourné vers Monsieur Muffin, le prenant, et prêt à rentrer immédiatement chez moi. Mais avant que je puisse faire un pas, un son inquiétant a résonné à travers le jardin. C'étaient des pas venant de l'intérieur de la maison. J'ai couru et sauté par-dessus le mur, atterrissant sur ma cheville avec un crack en atterrissant. J'ai étouffé mon cri avec la main libre, tout en suppliant Monsieur Muffin de ne pas décider de miauler. J'ai rapidement tourné la tête vers une des fissures entre les briques, apercevant partiellement le jardin. De l'intérieur de la maison émergeait une figure chancelante, la supposée propriétaire de la maison. Mais je savais que c'était un imposteur. La femme s'est approchée lentement de l'endroit où j'avais déterré le corps de la vraie Madame Grant.
sa silhouette obscurcie par l'obscurité de la nuit naissante. J'ai regardé la silhouette se mettre à genoux à côté du trou fraîchement creusé. Mes mains étaient froides de sueur. Elle a commencé à renifler. Elle s'est penchée vers ce cadavre et a reniflé vigoureusement. Ça m'a presque donné envie de vomir, mais j'étais paralysé, incapable de faire le moindre mouvement. Je suis resté là, guettant à travers la fissure, tandis que la silhouette continuait son étrange rituel. Puis, soudainement, elle s'est arrêtée. Comme si elle avait senti ma présence. Ses épaules se sont raidies et elle a tourné la tête dans ma direction. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine quand nos yeux se sont rencontrés dans l'obscurité. C'était comme si le temps s'était figé à ce moment-là. J'étais fixé sur ses yeux sombres et sans vie, tandis que la terreur me consumait. Et puis, sans prévenir, la silhouette s'est levée et a commencé à s'approcher de la clôture où je me cachais. Tout mon corps hurlait de courir, de fuir cet endroit le plus vite possible, mais mes jambes semblaient faites de plomb. Avec un effort surhumain, j'ai finalement réussi à bouger et à m'enfuir de là, tenant Monsieur Muffin fermement dans mes bras. J'entendais les pas de la silhouette approcher, lourds sur l'herbe, résonnant dans le silence de la nuit. Je suis arrivé chez moi, verrouillant la porte derrière moi sans regarder en arrière, et m'effondrant sous le poids de ma cheville blessée. Je ne pouvais supporter la douleur, et j'ai dû aller chez le médecin pour faire envelopper ma cheville. Et je me suis assuré de verrouiller Monsieur Muffin en sécurité à l'intérieur de la maison. J'ai également signalé l'incident à la police, indiquant que j'avais trouvé un corps dans le jardin de ma voisine. Cependant, le lendemain, ils sont revenus de l'hôpital en disant qu'il n'y avait rien, et que Madame Grant s'était même plainte de moi et de mon chat, me mettant en garde de ne plus le laisser sortir. Après un court séjour à l'hôpital, je suis rentré chez moi, toujours avec une cheville cassée. Les infirmières m'ont aidé à rentrer, et pour l'instant, je suis au rez-de-chaussée de la maison, incapable d'accéder aux escaliers. Tout allait bien ce soir-là, avec Monsieur Muffin sur mes genoux, quand il a soudainement sauté, nerveux, me griffant un peu. Il a couru, penché vers la porte. Il a couru vers la porte, et après quelques secondes, a grogné. Moins de 5 secondes plus tard, j'ai entendu sonner à la porte. Je suis resté immobile, silencieux, n'entendant que les battements accélérés de mon cœur. Une autre sonnerie. Jeune homme, La voix de Madame Grant semblait étouffée à travers la porte. j'ai entendu que tu t'étais blessé. Je t'ai apporté de la soupe. Il y a 10 minutes qu'elle est arrivée. Sa voix est progressivement devenue étrange, à tel point que maintenant, j'entends une voix rauque appeler mon nom. J'ai envoyé un texto à Larry, mais il n'a pas répondu. Et honnêtement, je ne sais même pas si la police viendrait ici pour une vieille dame voulant me donner de la soupe. Mais je les appelle. J'aurais juste aimé avoir gardé mon chat à l'intérieur ce jour-là. Aujourd'hui, maman est morte. J'ai 5 ans et maman est morte. Quand je l'ai vue ce matin, alors que mamie dormait encore, elle était dans de l'eau rouge. Rouge comme le crayon que j'ai utilisé pour écrire son prénom. A, B, Y. Cette semaine a commencé comme toutes les autres semaines, à une exception près. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai trouvé dans les buissons où j'ai l'habitude de jouer avec mon copain Léo, une boîte sur laquelle était écrit Trom. Quand j'ai ouvert cette boîte, il n'y avait rien dedans, mis à part un petit bout de papier sur lequel était inscrit un nom, à l'envers lui aussi. Well. C'est rigolo parce que dans l'autre sens, ça fait Léo, comme le prénom de mon copain. Tiens, en fait, il est où Léo ? D'habitude, on se rejoint toujours ici le matin quand on arrive. Ça fait 1 jour que j'ai ma boîte, mais je n'ai toujours pas trouvé quoi mettre dedans. Et si je mettais le prénom de mon amoureuse ?
Peut-être que la boîte est magique et que grâce à elle, mon amoureuse m'aimera aussi. Alors c'est ce que je fis. Je pris un bout de papier, inscrivis son prénom dessus, et enfin, je recopia les lettres qu'il y avait au-dessus de son porte-manteau. E-M-M-A. Je dessinais discrètement un cœur à côté de son prénom avant de sortir la boîte de mon cartable, de mettre le bout de papier dedans et de recacher mon trésor. Au fait, Léo n'est pas venu à l'école hier, et je crois que je le verrai pas non plus aujourd'hui. On venait de revenir de la cantine quand la maîtresse nous a demandé, avec les yeux mouillés, de rester calme en attendant qu'elle revienne. « Où est Emma ?» j'ai demandé à sa meilleure copine. Je l'aime pas beaucoup, et je crois qu'elle non plus ne m'aime pas beaucoup. Il faut dire que c'est pas facile d'aimer quelqu'un qui dit à tout le monde de qui vous êtes amoureux et qu'après ça, toute l'école se moque de vous. Ce jour-là, mon cœur s'était brisé en 1000 morceaux quand Emma m'a dit qu'elle préférait Léo. Mais c'est pas grave, moi je l'aime quand même. Elle est partie avec la maîtresse, Me répondit-elle. Je me contenta de lever les épaules et repris mon dessin. La maîtresse revint enfin dans la classe, les mains toutes rouges, comme le crayon avec lequel je dessinais un cœur dans lequel j'inscrivais le prénom d'Emma. Les enfants, Commença-t-elle. les enfants, vos parents vont venir vous chercher. Il n'y aura pas d'école cet après-midi. Madame, elle est où Emma? Demanda Pauline, sa meilleure copine. Elle Se mit à pleurer. Elle ne viendra plus dans cette école. Vos parents vous expliqueront. Maintenant, rangez vos affaires. Et attendez gentiment, s'il vous plaît. Reprit-elle en ressortant de la classe. Ce soir, j'ai appris par mon père que Léo était parti loin et que Emma était partie le rejoindre. Cette nouvelle me bouleversa au plus profond de mon cœur. Mon meilleur copain était parti sans me dire au revoir et maintenant mon amoureuse avait fait la même chose. Maman, pour me consoler, m'a laissé regarder la télé un peu plus tard que d'habitude et j'ai même eu droit à des bonbons. Bien sûr, c'est mon papa qui décida de la chaîne, mais c'est pas grave, ça me rend un peu heureux de pouvoir regarder la télé avec eux. Dans mes rêves, il y avait un petit monsieur avec un chapeau rouge, un pantalon bleu et une grande pioche. Mon papy en a une aussi de pioche. C'est pour faire des trous dans le sol, pour planter des légumes. Enfin, je crois que ça sert à ça. Ce petit monsieur portait ma boîte. Il l'ouvrait et la refermait sans cesse. Puis, quand il me vit enfin, il me regarda et me dit d'une voix rigolote. « Merci pour le prénom. Demain, écris celui de Pauline sur un bout de papier et mets-le dans la boîte comme tu as fait pour Emma. D'accord ? Vous avez vu Emma ? Bien sûr que je l'ai vue. Elle est avec moi. Il y a même Léo ici. Si tu écris le prénom de ton amie Pauline, elle pourra elle aussi venir s'amuser avec nous. » Ah oui ? Moi aussi je peux venir. Léo me manque. C'est pas pareil sans lui. On va faire un petit jeu tous les deux. Tu veux bien ? Si tu écris le prénom des personnes que tu aimes dans la boîte, alors tu pourras venir, d'accord ? Mais attention, un prénom par jour, parce que ici, c'est le paradis. Et je suis sûr que tu comprends que tout le monde ne peut pas venir en même temps. Oui, je comprends. Enfin, je crois. Bon, c'est d'accord. J'écrirai tous les prénoms des gens que j'aime pour qu'ils puissent aller au paradis. Et quand je l'aurai fait, je viendrai aussi. C'est parfait, petit. Mais commence par ta copine Pauline, d'accord ? D'accord. Quand maman vint me réveiller, je lui demanda de m'écrire sur une feuille le prénom de Pauline. Je racontai mon rêve, mais elle ne me crut pas. Devant mon insistance, elle finit par souffler et me l'écrire. Je me contenta de recopier bêtement ce qu'elle avait écrit. P-A-U-L-I-N-E. Puis, je remontai dans ma chambre, sortis ma boîte de sous mon lit, j'ai mis le bout de papier dedans. J'ai refermé la boîte et je l'ai rangée à sa place. C'était l'heure du goûter quand le téléphone de maman sonna. Je la regardais en mangeant mes gâteaux quand elle me regarda en retour, les yeux pleins d'eau. Sa voix commença à se déchirer, puis elle posa son téléphone et vint me prendre dans ses bras. Elle me serra si fort que j'ai cru que j'allais m'étouffer. « Maman, tu m'étouffes !»
Je suis désolée, mon chéri. Elle ne finit pas sa phrase, mais elle en commence à une nouvelle. Tu sais, ta copine d'école, Pauline. Arrêtez de dire que c'est ma copine. On n'est pas des copains tous les deux. Elle a dit à tout le monde que j'étais amoureux d'Emma et... Théo, mon chéri, Pauline est partie elle aussi, elle. Elle est au paradis? Ça a marché? Au début je le croyais pas, mais maintenant c'est sûr que ça marche. Que oui, c'est ça. Elle est au paradis. Elle est avec Emma et Léo, au paradis des enfants. Oh mon chéri. Elle se remet à pleurer. Et pourquoi elle pleure? C'est pas bien le paradis? Pourtant, le monsieur m'a dit qu'Emma et Léo s'amusaient là-bas. Maman ne doit pas connaître le paradis, c'est pas grave. Quand elle y sera, elle comprendra que le paradis c'est bien. Maman, est-ce que je peux te demander quelque chose? On venait de finir de manger quand j'ai décidé de me lancer. Oui, mon chéri. Est-ce que tu peux m'écrire ton prénom et celui de papa sur un bout de papier? Je voudrais vous faire un dessin et j'aimerais bien écrire vos prénoms dessus. Oui, je te fais ça tout à l'heure. Il faut que j'appelle ton père avant. Va jouer dans ta chambre, tu veux bien? D'accord. Je ne redescendis de ma chambre que pour souper. Il faut dire qu'avec les jouets que j'ai de quoi m'occuper. Papa est rentré plus tôt à la maison aujourd'hui. Quand j'ai fini de manger, je redemandai à maman si elle pouvait m'écrire les prénoms, chose qu'elle fit aussitôt avant de me laisser vaquer à mes occupations jusqu'au moment où la police est venue à la maison pour me poser des questions sur Pauline, Léo et Emma. Bien sûr, je leur raconta que Pauline avait dit mon secret à tout le monde, mais je garda de leur dire pour le monsieur de mon rêve. Après tout, maman ne m'avait pas cru ce matin, alors pourquoi la police me croirait? Quand il fut parti, j'eus le droit, comme hier, de veiller un petit peu plus tard que d'habitude. Je suis content de pouvoir le faire ce soir aussi, car demain, papa ira au paradis. Maman ne m'a pas emmené à l'école aujourd'hui, et comme hier, elle pleurait quand papa ne s'est pas réveillé. Cette nuit, j'ai attendu qu'on soit demain pour mettre le prénom de papa dans ma boîte. J'ai bien recopié les lettres E, R, I, C, et j'ai dessiné 2 cœurs, un de chaque côté de son prénom. Peut-être que grâce à ça, il sera 2 fois plus heureux au paradis. Plein de messieurs sont venus à la maison aujourd'hui. Certains me regardaient, d'autres semblaient faire exprès de ne pas le faire. Peut-être qu'ils avaient peur de moi, je sais pas. C'est vrai que papa m'avait appris à faire un regard de méchant quand on jouait tous les deux. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse de le faire avec les gens dans ma maison. Je l'ai entendu agoniser dans son sommeil, alors j'ai essayé de le réveiller. Mais quand j'ai posé mes mains sur son torse pour le bousculer un peu, il y avait ce sang. Et c'est là que je l'ai vu. Une espèce de nain au pied de notre lit. Il avait dans ses mains le cœur de mon mari et... Calmez-vous, madame. Vous êtes en état de choc. Reprenez votre souffle et reprenez quand vous serez prête. Merci. En un battement de cils, le nain avait disparu. Quand vous dites nain, vous voulez dire... Un nain de jardin. Je sais que je passe pour une folle, mais je sais ce que j'ai vu. Maman me jeta un regard. Le policier en fit de même. Je leur répondis avec un regard colère. Et un autre policier est venu m'emmener dans une autre pièce. Alors, maman a vu aussi le monsieur de mon rêve? En fin de journée, maman me demanda de prendre des jouets pour chez mamie. Ce soir, on dort chez elle, et demain, maman ira au paradis. J'attendis, comme pour papa, qu'on soit demain, et j'écrivis son prénom pour le mettre dans ma boîte du paradis. A, B, Y. Mais le bonsoir, mon Yop! Bonsoir Indigo. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. Et comment tu vas toi? Oh, ça va super, je te remercie.
Yop. Comme en début de chapitre. Voilà, j'allais te souhaiter la bienvenue dans le chapitre 6. Waouh. Bienvenue les Adados dans ce nouveau chapitre. Ça fait plaisir. Bah on revient d'une longue pause là. Non, Bah, Pas du tout. Pas tant. pas du Pas tout. tant. Non. Non, mais oui, c'est vrai que le dernier épisode était diffusé sur 2 mois. Mais, voilà, la pause était quand même minime. Visiblement, il a été écouté jusqu'au bout parce qu'on a eu plein de retours 5 étoiles avec le message JFU. Ah oui, Et ça fait plaisir. c'est vrai. Et on n'a pas trop eu de haters cette année. Et ben, ça veut dire que c'était un bon chapitre, le 5. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'habitude, les épisodes fin de saison, et ben, il y en a qui ils sont adorés comme détestés, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je crois ne pas trop avoir vu de haters. Je pense que les gens maintenant sont habitués, ils savent que c'est un peu le contrat tacite, fin de chapitre. Petit épisode, on se lâche un peu, quoi. C'est ça. On vous a fait plaisir pendant tout un chapitre. À la fin, on se fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est une situation win-win. Exactement. Ça nous permet de continuer aussi. Hein. Et ouais, bah, nouveau chapitre direct. On enchaîne le mois suivant avec le chapitre 6. Oui. Et cet épisode, l'épisode de la consécration finalement. Comment Moi, je pense que je pense qu'on peut dire que cet épisode est sponsorisé par les Antipodes. Oh, mais tellement par les Atados partout, c'est incroyable. Ah oui, non mais c'est vrai. Déjà, il y a énormément de personnes qui ont participé, aussi bien à l'écriture que à la narration. Ah ouais, Au totalement. final, assez fou quoi. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde dans un seul épisode. Non, mais ça veut dire qu'on a fait un petit bout de chemin, quoi. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, ça pourrait être cool de refaire un épisode full féminin, ça on est d'accord là-dessus. Clairement. Mais c'est vrai que quand on faisait les épisodes full féminins, on avait très peu de voix féminines dans nos épisodes classiques. Ouais, c'est vrai Et que c'est maintenant, on a, plus fréquent aujourd'hui. On a moins ce Ouais. problème-là. on a moins ce problème-là, mais quand même. Mais il faut le c'est garder. cool, c'est serait- ouais, Ah vrai. ouais, faut le garder. On n'en a pas fait dans le chapitre Ça a 5. été- d'ailleurs, ouais, donc, c'est exactement ça. Ça a été le grand absent du chapitre 5, ça. Vraiment. En fait, là, on a une problématique, c'est qu'on a tous les deux déménagé hors de Nantes, et du coup, c'est un peu plus compliqué de faire venir des personnes chez nous, en fait. Ah oui, Que ce soit chez toi ou chez moi. complètement. Donc, il va falloir trouver quand même une solution, surtout que moi, je pense à Hawk, par exemple, elle est méga partante, quoi. Mais oui, il y a moyen. Mm. Il y a moyen. Puis vous avez peut-être envie d'avoir des nouvelles de Jess. Bah oui. Des nouvelles de Hawk, de Lily, de Vanille. Pourquoi pas, on la ferait venir. Ça pourrait être cool de la faire venir en vrai, hein. Mais oui, bien sûr. Ouais, ça pourrait être cool. Ah oui. Ouais. Non, franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Ça Il y serait a cool. moyen. Donc, ce sera un objectif de cette saison. Donc bah transition toute trouvée pour les remerciements de cet épisode. Parce qu'il y en a beaucoup, comme t'as pu le dire. Ouais, À la narration, il y avait Vanille, il y avait Lily, ouais, il y avait Dan, ouais. et puis un petit nouveau. Oui, c'est vrai. J'aime bien le dire comme ça. Un petit nouveau. Que vous avez déjà pu voir sur les lives Twitch, si jamais vous nous suivez aussi sur Twitch. En la personne de Kurt. Sauf que vous allez surtout l'entendre après l'outro, Kurt. J'ai rien dit. Oubliez. Non, attends. Je crois que Kurt, vous l'entendez quand même. C'est lui qui fait le halo. Oui, c'est vrai qu'il il a un texte très court. Voilà. Mais rassurez-vous, il est à la narration dans l'histoire d'après. L'histoire, on va y revenir. On va en parler. Au niveau des histoires, bah, on peut Oui. remercier Fanny, Charlekin sur le Discord, si vous êtes aussi sur le Discord des Antipodes. Oui. Donc Charlekin qui nous a envoyé l'histoire Fièvre. La fièvre. Fièvre Apocalypse. Fièvre Apocalypse. Et Ouais. franchement, extraordinaire. Merci Charlekin. Merci Merci beaucoup. les Adados qui envoient leurs histoires. On a également Les cadeaux de mon chat, qui était une histoire de Karl Sefni. Sur Qui a sur déjà, Reddit. pas mal d'histoires sur Reddit, ouais, trouvé sur Reddit, qui avait pas mal d'histoires sur Haddad. Ouais. Et puis Aurelo qui nous a envoyé une histoire sur le Discord aussi qui s'appelle La Boîte. Donc merci beaucoup pour vos histoires, c'est trop cool. On les a toutes enregistrées en live d'ailleurs, ces histoires. Oui, c'est vrai ça. Ouais. On en avait parlé, je crois, dans l'épisode 50, Ouais. des live enregistrements. C'est vrai que maintenant, la plupart des histoires sont soit enregistrées
genre chez toi ou chez moi en présentiel, Ouais. soit en live. Il n'y a plus trop d'enregistrement genre en distanciel classique. Bah, c'est plus sympa en même temps. Et puis ça permet de montrer que c'est pas simple. C'est pas simple. Bah voilà pour les remerciements. Il y a d'autres remerciements. On peut remercier aussi les nouveaux patrons. Les nouveaux patrons. Et vu que la dernière fois qu'on a remercié les patrons, c'était en mars, Ouais. il me semble, hein, ça fait des nouveaux patrons à remercier. On en a 29. Merci Karina, Kulan, Alexella, Nicolas, Émilie, Abraël, HJ, Florence, Dimitriov, Noctialis, Jordan, Maël, Izuku, Mouzès 677, Nguyen Véronique, Maeva, Le G, Mélanie, Anaïs, Sosef 22, Sasori, ou Sazori, je ne sais pas, Cyriel, Tony, Annabelle, Mimi, Inès, Marine, Maë et Vanessa. Merci. Donc 29 patrons, merci à tous, énorme. merci à toutes. J'espère que les contenus vous plaisent toujours autant. Les quick sleep, même les contenus bonus hors quick sleep. Parce qu'il y a quand même, un bon petit paquet de choses à écouter maintenant quand on arrive sur le Patreon. Bah, les What the Fuck, il y en a une petite dizaine. Il y a les Ouais. Unplugged qu'on a lancés Exactement. cette année. Là, d'ailleurs, on va bientôt en tourner un nouveau. Le mois prochain, là, en juillet. Ouais, c'est ça. J'aime bien ce format. Je trouve que ça me manquait C'est cool. un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est un format où justement on part d'un sujet, puis on débat dessus, on tergiverse finalement dessus. Bah, on est pendant un peu une plus petite proche heure. de ce qu'on a dans les épisodes de fin de saison, en fait, mais en off, quoi. C'est vraiment une discussion. Bah, c'est le principe d'une plug, quoi. On débranche les micros, puis on discute, quoi. C'est ça, Mais les micros sont branchés. hein. finalement. C'était pas la meilleure description, mais bon, voilà. Enfin, vous avez l'idée, quoi. Vous l'avez quoi. Et backstory aussi. Les backstories, c'est vrai qu'on essaye de faire une par an. Je suis pas sûr qu'on en ait eu récemment. Il faudrait peut-être qu'on en reparle aux Adados. Ouais. Tiens. Un petit Ouais. appel à la backstory. Ce serait pas Et, mal. et ben, on va faire l'appel maintenant, tiens. La backstory, c'est vous nous envoyez une histoire qui est liée à quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose dont vous avez envie de parler. Et en gros, en première partie, on fait la narration de l'histoire. Ouais. Et en deuxième partie, on en discute avec l'auteur ou l'autrice. Donc voilà. Et des fois, on peut avoir des surprises. Oh, on peut avoir des sacrées surprises. Bah, genre, effectivement, la toute première backstory, au début, c'était juste parti pour être un quick slip. Et en fait, ça a créé le format backstory parce qu'on s'y attendait pas du tout, quoi. Il C'est ça. fallait qu'on en discute après, quoi. C'est ça qui est cool, justement. Ouais. C'est tout l'intérêt de la chose. Découvrir l'envers du décor d'une histoire, voir... la question, c'est souvent... combien de pourcentage cette histoire est-elle vraie? Tu vois, à quel Ouais, pourcentage? c'est ça. Et ça, c'est pareil, on peut avoir des surprises. Ah oui, si, dernier point quand même. On est Ouais. rendu à 56 quick slip. Voilà. Ouais, Voilà, c'est je énorme. pose ça comme ça. 2 euros. Allez. 56 quick slip. Puis voilà, moi j'ai bien envie quand même en octobre pour le mois de l'horreur qu'on en sorte pas mal. Hein. Ce Histoire serait de... bien, ouais. Ouais. Carrément. Le mois de l'horreur, quoi. Le mois de l'horreur, faut qu'on le prépare un peu à l'avance cette fois. J'ai déjà un peu bossé, hein. C'est vrai? Oui, oui. Oh. Bah, je Et- te dirai en off, parce que c'est trop tôt pour en parler. Ok. Mais j'ai déjà bossé, ouais. Et j'ai possiblement aussi une histoire en plusieurs parties à te proposer. Ok. Bon, bah écoute. Oh voilà. là là, c'est beau ça. Oh, la première fois que vous avez entendu cette info, c'était dans En même temps, ça concerne le podcast, quoi. Finalement, Finalement, c'est pas si dingue, mais bon. Bon, depuis ce chapitre 5, est-ce qu'il s'est passé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as des choses à nous recommander? Des petites recommandations culturelles, autres, dont tu aimerais nous faire part? eh bien, sache qu'en ce moment, je suis dans une période un peu plus jeux vidéo ludique. Très bien. Donc, j'ai joué à quelques jeux dernièrement. J'ai terminé Sifu. Est-ce que tu vois ce que c'est Sifu? Je vois ce que c'est. Il avait pas été passé en gratos sur le PlayStation Plus, ce truc. C'est pour ça que j'ai joué. Ah Parce ouais. que je suis pauvre. me disais Abonnez-vous sur Patreon. bien. Et il a l'air incroyable. Graphiquement, il a l'air magnifique. La et DA par contre, il a l'air balèze. Et d'ailleurs, il est français. Hein. Il est français. Ah ouais, ce je jeu. savais pas. Ça se prononce Sifu. Ça se prononce Sifu. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Dites-nous la prononciation dans un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast.
Ah, quel forceur. Et non, du coup, c'est un J'y jeu fus, de... tu sais, mais... Voilà, c'est un jeu de combat où voilà, tu te bats. C'est un peu... comment il s'appelait le jeu là où tu étais vu de dessus et tu tabassais plein de gens Ah, Hotline Miami? Non, c'est pas un truc Hotline comme ça. Miami. C'était Ouais, Hotline ok. Miami. Et ben là, Allez. cette fois, c'est à la première personne, en mode kung-fu, Ouais. et avec une DA super stylée. En fait, t'as l'impression de... C'est John Wick le jeu, presque, tu vois. John Wick, le jeu. Et vraiment stylé à jouer, voilà. Excellent. Donc, petite reco. J'ai aussi joué à Katana Zero. Oh, c'est très baston... Est-ce que tu connais le jeu Hotline Miami? Jamais entendu parler. Et là, imagine Hotline Miami, mais au lieu que ce soit vu de dessus, c'est vu, C'est vu de sur le côté. côté. Et t'es un samouraï. Ok. Bah oui, t'as un truc à faire. Alors ça, c'est pour la partie katana, mais pour la partie 0... C'est vrai que j'ai pas... Alors là, aucune idée. Mais il est très très dur. Les deux jeux que j'ai cités sont assez balèzes quand même. Voilà. Ok. Et en ce moment, je joue au dernier Zelda, là, Tears of the Kingdom, qui est plutôt stylé. Voilà. C'est mes recos du moment. 3 bons jeux Pas mal. pour le prix d'un. Pas cher, a priori. Non, mais c'est des... Ouais, non, mais surtout que c'est des... à part Zelda, là, Mhm. c'est des jeux assez... ouais, qui sont assez anciens, qui peuvent être trouvés pas trop chers, quoi. Oui, ouais. Mm. Ouais. Je vois l'idée. Effectivement. Et toi, Indigo? Bah moi aussi, j'ai des recos, figure-toi. Allez. J'ai une reco et une anti-reco. Ok. Enfin, une anti-reco. Une demi-reco. Une quoi. gentillette. Ouais, voilà. Gentillette. Une reco minute soupe. En fait, on va commencer par l'anti-reco. Ok. C'est une série qui est sur Netflix. Ouais. Qui s'appelle Nightmares and Daydream. Ok. Sur le papier, ça a l'air incroyable. Et effectivement, ça l'est pour certains épisodes. En fait, c'est une série où chaque épisode est différent des autres. Ok. Donc c'est pas mal, comme le concept de Black Mirror, quoi, un peu. Hein, voilà. Ouais, donc ils ont chacun un début et une fin, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est plutôt cool. Alors c'est indonésien Oh, cool. comme série. Donc pareil, bah, moi c'est une culture que je connais pas spécialement, donc c'est trop bien de voir des histoires qui se passent dans d'autres cultures justement. Donc cet aspect-là, il est hyper bien traité. Ça s'ancre bien justement dans l'univers et les acteurs sont quand même plutôt cool, quoi. Mais c'est long. Aïe. C'est un peu long. Sur la fin, je commençais un peu à me faire chier. C'est des épisodes genre d'1 heure? Ouais, c'est ça. Et il y a 7 épisodes. Et le dernier épisode, il m'a fait kiffer. Ah, ok. Il y a un twist. Tu peux pas recommander une série juste pour un épisode, en fait. Non, mais le début était cool, le milieu était chiant, et le dernier épisode, il m'a fait kiffer parce qu'il y a un twist qui m'a fait dire « Ah putain, c'est bien, je suis content. » Ok. Donc Nightmares and Daydream, c'est des histoires. Franchement, en regardant la série, je me disais « Ah, ça ferait une trop bonne histoire pour Haddad, quoi. » Ça aurait Oui, ça aurait bah, été oui, trop mais bien. c'est vrai que t'as même pas dit ce que c'était, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Ok. C'est de l'horreur. C'est science-fiction horreur. Donc c'est un monde qu'on connaît, et puis tout à coup il se passe un truc qu'il devrait pas se passer normalement. Et puis après, bah, on fait avec ça, quoi. Voilà, hein, ça part en couille. Ça part en couille. Il y a des choses qui se passent mal, des choses qui se passent bien. C'est assez particulier, mais il y a un univers un peu flippant qui est plutôt bien. Mais ouais, Ok. il y a des longueurs. Il y a des longueurs. Donc bon, si vous voulez passer un bon moment, quand même, regardez tranquille. C'est la série du dimanche. Ouais. Et du coup, j'ai quand même une super reco Ouais, allez, vas-y. qui vaut le coup d'œil, franchement. C'est un film avec Nicolas Cage. Aïe, aïe, aïe. Ça part mal. Ouais, alors, ça c'était la partie je vous le vends pas, d'accord. Ok. La partie je vous le vends, c'est un film produit par A24. Ah, Voilà. Donc déjà, on rehausse quand même pas mal la barre. Ça s'appelle Dream Scenario. C'est sorti l'an dernier. Il commence à apparaître sur les plateformes de VOD. Donc voilà, il est, je sais plus, c'était 4 balles, je crois, sur Amazon Prime. ok. Enfin, ou du YouTube, ou voilà. Enfin bref, on peut le louer ou le trouver, quoi. Bah, de toute façon, tous les Nicolas Cage, tu les trouves à 2 € normalement dans les bacs à DVD.
Oui, mais là, il est pas sorti en DVD, je crois. Il est sorti vraiment l'an dernier, quoi, ou cette année, je sais plus. Enfin, il est vraiment récent. Et donc, l'histoire, c'est Nicolas Cage qui joue un prof dans une université. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a des millions de personnes partout dans le monde qui rêvent de lui. Mais lui, précisément. Oh, c'est stylé. Il est présent dans leurs rêves, il fait rien, hein, il se balade. Mais c'est lui, ce mec-là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Dans la peau de John Malkovich. Complètement. et le film, je m'attendais à une daube parce que ça démarre avec ce constat très what the fuck, quoi. Et c'est super bien traité. J'ai trop aimé la façon dont ils ont traité le sujet, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. Je suis curieux de savoir comment ça se termine en fait. Ah bah oui, forcément. Ouais. Forcément. Et donc je recommande parce que franchement j'ai passé un super moment. Les émotions sont super bien traitées. Je sais pas, si on se prend au jeu, on passe vraiment un bon moment, quoi. Ok. C'est un bon film, quoi. Il est bien fait. Est-ce que tu peux redire comment il s'appelle, histoire que je le note dans ma liste? Ouais, il s'appelle Dream Scenario. Dream Scenario. Eh ben très bien. C'est noté, parce qu'il a l'air stylax. Ah ouais. Voilà. Eh ben on est bien. C'était ma reco. Ça fait des petites recos à regarder / jouer. Exactement. En attendant le prochain épisode d'Avant d'aller dormir. Mais d'ici là, Oui, c'est pas fini. on en avait parlé tout à l'heure un petit peu. Oui, on a une histoire. C'est vrai que c'est un épisode très commu parce que c'est une histoire que nous a envoyé Vaudoudou Exactement. suite à l'épisode 50 partie 1. Donc il est maintenant temps de trouver le sommeil Director's Cut édition partie 1. On va vous le faire écouter, ça va être plus simple, je pense. Bah oui, c'est parti. Ouais, c'est parti. Non, mais ça peut être une phobie. Il y a des gens, ils ont la phobie, les phobies administratives. Ah ouais. Il y a des gens, Ouais, mais on va pas en ils ont faire la une phobie histoire. des escargots Ouais, ou ouais, des mais- ballons de baudruche. Ouais, je suis d'accord. Et à un moment donné, ça leur fait peur. C'est comme ça. Ouais, non, bah, du coup, on pourrait peut-être essayer d'en faire des histoires pour... Ça veut dire qu'on ferait une histoire de niche, tu Ouais. vois, où c'est genre un escargot tout mignon, tu vois, qui est juste, il est là en fait. Ouais, et ça va trigger du monde. C'est ça. C'est chaud en vrai. Il nous regarde avec ses 2 yeux, Bah ouais. sans bouger. Et puis quand on lui touche les yeux, il re-rentre se cacher. Non mais c'est vrai, Ouais, c'est trop... spoil pas. Hein. Non, pardon, ouais, pardon. J'ai pas envie d'en dire plus. Non. Si ce n'est que merci vos doudous pour Ouais. l'histoire. Un Merci grand beaucoup. merci. Ouais. Merci également à Kurt. Bah Ouais. oui. Première effectivement. histoire, donc première narration pour Kurt. Kurt, d'ailleurs, du podcast Obscurum. Oui, on l'avait pas précisé. Kurt Plisken. Ouais, n'hésitez pas voilà, à aller y jeter une oreille après l'écoute de l'épisode. Ça devrait vous plaire. Il a fait... Ah oui. alors, Obscurum, pour l'instant, il y a 2 épisodes, il me semble. Ouais. Et il y en a un sur la Dame Blanche. Enfin, c'est super stylé, c'est vachement bien mis en musique. Ça parle d'affaires, voilà, de true crime, légende, tout ça, quoi. Ça peut vous Oui, plaire. donc vous serez pas dépaysés, quoi. Exactement. On mettra le lien dans la description. Voilà. Mais bien sûr. On vous laisse découvrir cette histoire. Peut-être on peut donner le nom. Oui, elle s'appelle Sénestre. Et bah voilà. Et bah bonne écoute. Bonne écoute. Le soleil était éclatant en ce début de printemps, mais il régnait encore un froid de canard proche des températures hivernales. Le radiateur fonctionnant à plein régime, j'étais confortablement installé devant mon ordinateur portable, bien au chaud, une tasse de café fumante posée tout à côté du clavier, à portée de main. Je consacrais mon dimanche à donner la touche finale à une nouvelle histoire horrifique pour Avant d'aller dormir, mon podcast favori. Elle prenait la forme d'une énigme en chambre close. Ces histoires dans lesquelles un meurtre est commis dans une pièce hermétiquement fermée, d'où le tueur n'a pas pu s'échapper. Je réfléchissais à une chute suffisamment forte pour me garantir une publication dans les prochains épisodes. Alors que je cherchais l'inspiration, en perdant mon regard dans le bleu immaculé du ciel, tout en portant ma tasse de café à mes lèvres, quelque chose attira mon attention. Un escargot avait tracé sa voie en travers de ma fenêtre, laissant une vilaine traînée de mucus dans son sillage. Je n'habitais qu'au premier étage, mais on pouvait tout de même considérer cet escargot comme un brillant alpiniste dans sa catégorie.
J'avais nettoyé mes carreaux la veille et, agacé, je fis peu de cas de la performance du petit animal. J'ouvris la fenêtre et attrapai l'intrus par sa carapace. Quelque chose me parut étrange au sujet de cette dernière. Cette carapace semblait anormale, mais je fus incapable de déceler en quoi elle me perturbait. Je haussai les épaules, puis jetai l'importun sans ménagement dans les buissons en contrebas. Après avoir refermé la fenêtre et avoir repris place dans mon fauteuil, j'entrepris de reprendre le fil de mon histoire, mais je ne parvenais pas à me concentrer. Je repensais sans cesse à l'impalpable étrangeté de cette satanée carapace. Aussi inéluctable qu'une marée montante, plus j'essayais de chasser cet escargot de ma tête, plus il revenait et s'imposait chaque fois davantage à mon esprit. À tel point que je finis par abandonner l'idée de finir mon récit. J'ouvris un nouvel onglet sur mon moteur de recherche et me lançai à la chasse aux infos sur les escargots. Cela ne me prit qu'une dizaine de minutes pour éclaircir le mystère. Il s'avérait que l'escargot que j'avais jeté un peu trop promptement était un spécimen rare. Alors que la plupart étaient dextres, leur carapace s'enroulant dans le sens des aiguilles d'une montre, cet escargot-ci, en raison d'une mutation, était sénestre. Comprendre que sa carapace s'enroulait donc dans l'autre sens. Cette anomalie génétique n'affectant qu'un escargot sur 1 million, cela expliquait l'impression d'étrangeté qui s'en dégageait. Un léger sentiment de culpabilité m'étreignit d'avoir éconduit de façon si cavalière un spécimen aussi exceptionnel. Mais le soulagement d'avoir mis fin à une obsession entêtante l'emporta, et je revins à mon traitement texte sans plus y penser. Je pus enfin me consacrer pleinement à trouver une conclusion satisfaisante à mon histoire. Mon imagination fonctionna rapidement à plein régime, et je me sentis bientôt sur le point d'aboutir. J'avais la fin parfaite sur le bout du cortex préfrontal, prête à se matérialiser. Mais celle-ci m'échappa quand une sombre tache apparut en périphérie de mon champ de vision, qui me fit perdre le fil de mes pensées. Je jurai intérieurement et relevai la tête pour identifier la cause de mon infortune. Stupéfaction et agacement se mêlèrent. Encore un escargot en train de souiller ma fenêtre. Incroyable. Qu'est-ce qui pouvait bien les attirer ici ? Le parfum de mon produit à vitre ? J'essayais de trouver une explication quand un détail accentua encore ma perplexité, me laissant complètement abasourdi. Il s'agissait encore d'un escargot sénestre. Les probabilités que 2 spécimens aussi rares se retrouvent à ma fenêtre dans un laps de temps si court étaient infimes, plus faibles même que de gagner au loto. Pouvait-il s'agir du même escargot ? Compte tenu de la distance à parcourir et de la vitesse moyenne de déplacement d'un escargot, cette hypothèse était carrément impossible. Aucune variété au monde n'était aussi rapide. Étant d'une nature très rationnelle, j'étais complètement déstabilisé. Me vint alors en tête une célèbre citation de Sir Arthur Conan Doyle. « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Ne voyant aucune autre explication, je me raccrochai donc à l'idée qu'il devait s'agir de 2 escargots différents. Je n'en demeurais pas moins extrêmement troublé et envahi par un désagréable sentiment de malaise. Je n'osais même pas ouvrir la fenêtre pour me débarrasser du fauteur de trouble. J'attrapai mon ordinateur portable et pris le parti de finir mon histoire depuis le salon. Dans l'heure qui suivit, je fus incapable d'écrire le moindre mot. J'étais littéralement hanté par ces damnés escargots. Ça virait à l'obsession. Je m'avouai vaincu et refermai mon ordinateur. La fin de mon histoire devrait attendre. Frustré et en colère contre moi-même de me laisser perturber à ce point par quelque chose d'aussi anodin qu'un escargot, je retournai à ma chambre et me figeai sur le seuil. Mes yeux s'écarquillèrent et mon sang se glaça. L'escargot, toujours collé à ma fenêtre, m'avait laissé un message. Dans son sillage, comme tracé maladroitement par une main d'enfant, mais parfaitement lisible, le mucus formait un mot. Ouvre. Impossible, grotesque, ridicule. J'en serrai ma tête dans mes mains, dans un geste désespéré pour empêcher la folie de me gagner. Je sentis mon sang battre dans mes tempes et mon rythme cardiaque s'accélérer. La vitre sembla s'avancer vers moi tandis que le reste de la pièce reculait. Devant mes yeux, en grand, je ne vis plus que l'escargot et son injonction au milieu d'une masse floue, comme s'il me l'a hurlé. J'explosai intérieurement et, gémissant de rage, je me précipitai vers la fenêtre, bien décidé à réduire cet escargot en bouillie. Mais une fois celle-ci ouverte, il avait disparu.
J'inspectais le rebord, rien. Il avait dû profiter du bref instant où je l'avais perdu de vue en ouvrant la fenêtre pour se laisser tomber et rouler au-delà du rebord. J'espérais qu'il s'était écrasé sur une pierre en contrebas et hurlé comme un démon à son adresse « Crève, saloperie! Si tu reviens, je te réduirai en miettes !» Puis, j'effaçai rageusement le mot sur la vitre, étalant le mucus en une tache informe avant de refermer violemment la fenêtre et de m'affaler sur le lit tremblant. La tension retombant, je fus pris de sanglots incontrôlables et pleurai à chaudes larmes dans mes mains. J'avais perdu tous mes repères. Comment mon monde avait pu basculer si vite dans l'irrationnel? Étais-je en train de devenir fou? Si je m'en tenais au proverbe de Conan Doyle, c'était sûrement la seule explication, mais je refusais d'y croire. Je regrettais d'avoir bêtement effacé le mot sur le carreau. J'aurais dû le prendre en photo. Malgré la peur qu'il m'avait inspirée, c'eût été une preuve que j'étais sain d'esprit, mais je n'avais pas besoin de preuves, je savais ce que j'avais vu. Un escargot démoniaque me harcelait. L'absurdité de cette pensée me bouleversa à nouveau. Je devenais fou. J'aurais voulu en parler à quelqu'un, mais je ne savais pas qui appeler. Personne ne me croirait, pas même mes proches. J'étais connu pour mon imagination débordante et mon amour des histoires horrifiques. On penserait à une mauvaise plaisanterie, ou bien on en arriverait à la même conclusion que moi. J'avais perdu l'esprit. Je m'affalais sur mon lit, prostré et sanglotais à nouveau, submergé par le désespoir. Je restais dans cet état un long moment avant que, émotionnellement épuisé, le sommeil ne m'offre un court répit. Il faisait encore jour lorsque je me réveillai en sursaut. Mon oreiller était humide de larmes et mon t-shirt me collait à la peau, trempé de sueur. J'avais dû faire un cauchemar. Et alors que j'émergeais lentement, les souvenirs des événements précédents me revenant en mémoire, tout s'éclaira. J'avais mon explication. Tout ceci n'était qu'un horrible cauchemar, un ridicule et stupide cauchemar. Soulagé, je ris de moi-même d'avoir pu croire à quelque chose d'aussi invraisemblable, même en rêve. Pour ma défense, cela avait semblé si réel que c'en était déconcertant. Et mon sourire de soulagement se mua en un rictus d'horreur lorsque je me tournai vers la fenêtre. Point d'escargot maléfique sur la vitre, mais du mucus y formait un nouveau mot, de la même écriture enfantine que précédemment. Merci. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Je me redressai lentement, terrorisé et vacillant de nouveau aux portes de la folie. Ce mot sur ma fenêtre était une offense à la raison, une obscénité, une abomination. Et je fus pris d'un irrépressible besoin de l'effacer, de rétablir la cohérence du monde, de corriger cette insulte aux lois rationnelles qui régissaient l'univers. Mais avant cela, je pris soin de prendre mon téléphone et de faire quelques clichés de la vitre souillée entre deux crises de tremblement. Alors seulement j'ouvris ma fenêtre et entrepris d'effacer l'horrible traînée de mucus qui menaçait ma raison. Le coup de chiffon fut sans effet. Le mot restait là, parfaitement lisible, comme s'il me narguait. J'insistais, frottant frénétiquement la vitre comme possédé, en vain. J'entendis alors de multiples rires et ricanements tout autour de moi, à la fois proches et lointains, se répercutant comme autant d'échos et se superposant les uns aux autres. J'enserrai désespérément le bord de ma fenêtre d'une main crispée, comme si c'était la seule chose qui me raccrochait à la réalité. Les rires s'éteignirent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, et une sueur glacée me parcourut l'échine, alors qu'une horrible pensée se faisait jour à mon esprit. Le souffle court, je refermai lentement la fenêtre. Puis, je levai mon chiffon et, tremblant, le passai sur la vitre. Le mot s'effaça, ne laissant qu'une traînée de mucus illisible, comme un résidu de craie sur un tableau noir. L'escargot avait écrit de l'intérieur. Il était entré chez moi. Je paniquai. Un sentiment d'insécurité complètement irrationnel s'empara de moi et je me précipitai aux toilettes. Je fermai le verrou et m'assis sur le couvercle de la cuvette, les genoux repliés sous le menton, la respiration haletante, aussi effrayée qu'un enfant se cachant du monstre du placard. Je restai ainsi de longues minutes, soumis aux affres de la peur. Puis je repris lentement mon calme, prenant conscience de l'absurdité de la situation. Je me terrai dans mes toilettes par crainte d'un escargot. C'était grotesque. Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, me disait toujours mon père lorsque j'avais peur des araignées étant enfant. Je me répétais cette phrase à tue-tête comme une litanie, jusqu'à ce que la peur s'estompe. Vaguement conscient que j'avais déjà basculé dans la démence, je rationalisais ma folie. Désormais, c'était entre cet escargot et moi. Rien d'autre ne comptait.
Je me munis d'un marteau et entrepris de fouiller méthodiquement mon appartement pièce après pièce, en commençant par ma chambre. Je trouverai cet escargot et le réduirai en bouillie, comme je le lui avais promis. Un sourire cruel déforma mes traits tandis que je fantasmais sur les craquements de la coquille sous la tête du marteau. La nuit était très avancée et mon appartement sans dessus-dessous lorsque je me résignais à me coucher sans avoir même mangé. La fouille s'était révélée infructueuse. Impossible de mettre la main sur ce foutu escargot. J'enrageais. Ma peur s'était muée en une haine aveugle et je gardais le marteau près de moi et eus bien du mal à m'endormir cette nuit-là. Lorsque j'y parvins, je perpétrais en rêve un véritable génocide d'escargots. Dans de grands éclats de rire hystériques, je sautais à pieds joints dans un océan de coquilles au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Je leur prêtais des voix de femmes et d'enfants terrorisés tandis que je les écrabouillais par centaines sous les coups d'une masse aux dimensions démesurées. L'onirique massacre me procurait une joie intense et malsaine, mais je fus bientôt stoppé dans ma fureur meurtrière. Une soudaine et violente tempête de neige se leva. Des bourrasques gelées me frappèrent par vagues de plus en plus fortes, tant et si bien que le froid m'immobilisa et figea mes membres dans la glace. Je fulminais de frustration, impuissant, la masse brandie au-dessus de la tête et le regard fou rivé sur la multitude de gastéropodes qui m'échappaient, lorsque je me réveillai soudainement en éternuant, frigorifié. La température dans la chambre était glaciale. Je me levai et me dirigeai en frissonnant vers le radiateur sans pouvoir réprimer un nouvel éternuement. La molette du radiateur était tournée tout à gauche, sur 0. En voulant rallumer le chauffage, mes doigts rencontrèrent une substance visqueuse. Du mucus. Salopard d'escargot. Qu'espérait-il, me faire mourir de froid ? Je maudis intérieurement le petit animal sur plusieurs générations et imaginai de nouveaux sévices à lui infliger quand je mettrais la main dessus. Mais la chasse à l'escargot devrait attendre. Ce jour-là, au bureau, je fus d'une humeur massacrante. J'étais copieusement enrhumé, je n'avais dormi qu'une poignée d'heures et par-dessus tout, mon ennemi intime occupait chacune de mes pensées. J'adressais à peine la parole à mes collègues, j'avais le regard fuyant et l'œil torve au milieu d'un visage livide, marmonnant dans ma barbe des menaces de mort à l'intention de l'indésirable qui squattait mon appartement. Quand je revins chez moi ce soir-là, j'étais fiévreux et épuisé. Et pour couronner le tout, j'avais le nez complètement bouché. Je consacrais mon énergie restante à vider entièrement ma chambre de tous ses meubles à l'exception du lit. J'avais besoin d'une véritable nuit de sommeil et pour cela d'un endroit sûr, c'est-à-dire exempt de tout escargot belliqueux. Après avoir vidé la pièce, j'inspectais chaque recoin, chaque plainte, la moindre latte de sommier sous laquelle mon ennemi aurait pu se dissimuler. Une fois convaincu qu'il ne pouvait pas être dans la chambre, je bouchais l'interstice sous la porte à l'aide d'une serviette pour en condamner l'accès. J'allais même jusqu'à verrouiller la pièce tout en laissant la clé dans la serrure. La créature n'aurait aucun moyen de m'atteindre cette nuit. Je pourrais dormir au chaud et en sécurité. La chasse reprendrait le lendemain. Rassuré mais exténué, j'éteignis la lumière et me couchai sans remarquer la petite forme arrondie et hélicoïdale accrochée au dos de mon pyjama. Les sinus congestionnés, je m'endormis grande bouche ouverte. Cette nuit-là, en rêve, je trouvais enfin la fin idéale à mon histoire, celle qui me vaudrait à coup sûr une publication dans le podcast. Malheureusement, je n'aurai jamais l'occasion de l'écrire. Yop était ravi. Il tenait le sujet idéal pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. Son émission sur les true crime, les légendes urbaines et les affaires étranges. Un homme avait été retrouvé mort dans son lit, portes et fenêtres fermées de l'intérieur. La chambre était entièrement vide, à l'exception du lit, et il n'y avait personne d'autre dans la pièce quand la police avait trouvé le corps. D'après le rapport d'autopsie qui avait fuité dans la presse, la victime était morte, je cite, d'une asphyxie aiguë consécutive à une obstruction de la trachée par un corps étranger d'environ 30 mm de diamètre. La seule chose qui conduisait l'enquête sur la piste du meurtre était qu'il n'avait été retrouvé aucune trace de l'objet en question, ni dans le système respiratoire, ni dans le système digestif, ni nulle part ailleurs dans la chambre. Quelqu'un avait donc dû introduire le corps étranger dans la gorge de l'homme, puis l'en retirer. Mais si tueur il y avait, il avait commis le crime parfait. Il n'avait laissé aucune empreinte et s'était littéralement volatilisé. La police semblait impuissante à résoudre le mystère. Cette affaire était passionnante, un cas d'énigme en chambre close, en vrai. Le cerveau d'Yop était en ébullition, et il élaborait déjà les théories les plus folles quand quelque chose sur le rebord de sa fenêtre attira son attention. Il pensa à voix haute. Tiens,
Il est bizarre cet escargot. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.